C'est un voyage au bout de l'info que propose l'entrepreneur, auteur, journaliste Benoît Raphael dans son livre Information, l'indigestion, un manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'information, publié aux éditions Erol. C'est une enquête sourcée et personnelle, et je précise que ce n'est pas un livre de développement personnel, dont l'objectif, pour reprendre vos termes, est de nous aider à trouver une forme de maturité dans un monde plus en plus bruyant et propice au catastrophisme. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à vous plonger dans ce sujet et à part, bien sûr, une commande de votre éditeur ? C'est un sujet qui me préoccupe depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours été, comme j'ai démarré comme journaliste, préoccupé par le fait que l'information devait donner la parole au maximum de gens. Moi, j'ai démarré en radio, puis ensuite j'ai fait des médias participatifs, et Internet a fait que finalement tout le monde est devenu média, donc ça c'est une très bonne nouvelle, sauf qu'en fait ça crée pas mal de chaos, donc ça demande aussi de l'éducation de la part de la personne qui va recevoir l'info, puis de ceux qui s'expriment, une forme de responsabilité. Donc cette horizontalisation de l'information, elle a créé beaucoup plus de chaos, les algorithmes sont venus trier tout ça, et c'est devenu encore plus le bordel. Donc, et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui est capable de générer des textes aussi automatiquement, on voit bien que le chaos n'est pas terminé, et donc on a nous créé avec Flint des algorithmes de recommandations vertueux pour se dire il faut aussi trier, parce que finalement cette surabondance d'informations elle est très redondante, on a souvent un peu la même chose, c'est souvent un peu parfois déprimant, et parfois cette abondance d'informations cache des déserts d'informations, et donc le risque c'est qu'on risque de ne pas trouver la bonne information, l'information suffisamment diversifiée pour alimenter notre cerveau, et plus on est fatigué parce qu'on passe d'une information à une autre, plus on a du mal à discerner le vrai du faux. Et je crois que dans un monde chaotique, en crise, on a besoin de notre intelligence. C'est notre principal super pouvoir dont on va devoir prendre soin. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je pense qu'il était nécessaire d'être résilient. De toute façon, ça va être chaotique. De toute façon, il y aura des fake news. L'intelligence artificielle va encore plus créer d'incertitudes. Donc, on a l'impression qu'on peut rien faire. En fait, si, on peut déjà travailler sur nous, la façon dont nous abordons l'information, exactement de la même manière qu'il y a quelques années, on a pris conscience qu'on mangeait n'importe comment, que l'industrialisation de l'alimentation nous faisait manger n'importe comment, et on a commencé à se prendre en charge. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce livre, c'est de nous aider à devenir plus autonomes par rapport à l'information. Et vous, quels ont été vos premiers symptômes de cette indigestion ? Comment vous l'avez ressenti personnellement ? En fait, je m'en suis rendu compte quand je suis parti à Bali, parce qu'il y a un an, donc juste avant d'écrire le livre, et la commande par les éditions Erol est arrivée au même moment. D'ailleurs, à tel point que quand je suis arrivé à Bali, je me suis dit, finalement, je suis un peu loin de tout ça. Est-ce que j'ai encore un intérêt à écrire ce livre ? Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait une découverte assez extraordinaire, c'est que quand on est à 12 000 km de là, on a un décalage horaire de 6 heures. Or, on dit qu'on a gagné depuis le 19e siècle à peu près 17 années de temps libre, donc c'est-à-dire de 6 heures à peu près par jour, exactement. Et ces 6 heures, qu'est-ce qu'on en fait ? On va sur les écrans, on regarde les réseaux sociaux, on s'informe, on a peur de rater quelque chose, tout ça. Et là, j'ai gagné 6 heures par jour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant 6 heures, en fait, la France dort. Donc, j'ai pas de notification, j'ai pas de mail, j'ai pas d'information, parce que la radio à 1h du matin, c'est pas hyper intéressant. 1h du matin en France, j'entends. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec 6 heures de temps libre. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire un livre. C'est comme ça que j'ai pu écrire une formation, développer énormément de choses. Et ça a tellement transformé ma façon de voir les choses que je me suis rendu compte que c'était ça aussi qu'il fallait partager. On a la capacité à se donner du temps de cerveau disponible, mais au bon sens du terme, pour pouvoir mieux penser, mieux réfléchir, et puis surtout mettre en œuvre nos projets. On a une vision tellement rapide de l'information, on assimile tellement de choses qu'on ne retient pas, qu'en fait, cette information ne nous sert à rien. Elle nous fatigue et elle ne nous sert à rien, alors qu'on a besoin d'infos pour nous permettre de réaliser nos projets, pour nous former, changer de métier, réfléchir à un problème, parce que c'est ça qui aura de la valeur demain. C'est pas l'information qu'on assimile, c'est ce qu'on en fait. Et pour revenir au terme d'information, il faut tout de suite lever le voile sur une ambiguïté pour reprendre vos termes. Vous entendez, ce n'est pas l'info qui est traitée dans les médias.
c'est pas que l'info qui est traitée dans les médias. En fait, depuis la nuit des temps, notre cerveau, il est fatigué d'informations parce que d'abord, il ne sait pas traiter plus d'une information à la fois. Et on est entouré, on est submergé d'informations depuis le début. C'est-à-dire, quand vous entendez le bruit du tonnerre qui annonce l'orage, c'est une information. L'orage va arriver, donc déjà, votre cerveau commence à réfléchir. Quand vous discutez avec quelqu'un qui a un petit ton différent, il dit pourquoi il a ce ton-là, du coup, déjà, votre cerveau, il commence à travailler, à se poser plein de questions, etc. Quand vous recevez un mail, quand vous recevez une notification, quand vous passez d'un écran à un autre, en fait, vous changez de passer d'une information à une autre. Donc, tout ce qui concerne à la fois l'information dans votre pensée autour de vous, les signaux qui sont dans votre environnement, plus l'information des médias, structure votre rapport au monde. Et tout ça crée un bruit informationnel qui, comme l'explique le neuropsychologue Michel Le Van Kuyen, dans Cerveau et silence, en fait, peut avoir même un impact physique sur votre corps, un peu comme les aliments ont un impact physique aussi, l'information a un impact physique dans le sens où elle active le canal sympathique ou parasympathique, donc vous énerve, vous stresse ou trop de stress, du coup ça vous fait mal au cœur, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques, vous pouvez aussi avoir des problèmes de paralysie, donc on voit bien qu'il y a un impact là-dessus, donc cette information-là c'est vraiment la nourriture de l'esprit. Et c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Donc pour reprendre cette métaphore filée, donc il faut en fait soigner son rapport à l'information comme on soigne son rapport à l'alimentation. Ben oui, il y a plein de bouquins sur la diététique, comment est-ce qu'on mange mieux, comment est-ce qu'on maigrit, etc. Il y a souvent beaucoup de bullshit d'ailleurs derrière tout ça. On se rend compte que le vrai problème qu'on a face à l'alimentation, c'est un problème qu'on a par rapport à notre vie, notre existence. Si on mange mal, des fois, c'est qu'on a un problème, d'autres problèmes à régler, des problèmes de rapport à soi-même, d'image du corps, etc. Dans l'information, c'est pareil, on a des problèmes d'image, de rapport à nous-mêmes, on a l'impression de rater quelque chose parce qu'on veut faire comme les autres, on fait attention aussi au regard des autres, on est attentif à l'émotion, à ce qui nous fait peur, etc. Bon, donc on a ce même rapport et on a besoin, à côté des livres de diététique pour l'alimentation, on aurait besoin d'avoir des rayons de diététique informationnelle qui nous apprennent à avoir de l'esprit critique, filtrer l'information, moins consommer, avoir des moments de déconnexion, enfin tous ces éléments-là qui vont nous aider à donner de la place et de l'espace à notre cerveau. Et les médias ont un grand rôle à jouer dedans. Vous dites par exemple que les médias proposent souvent de mauvaises nouvelles, puisque c'est ça qui marche le plus, mais ils devraient plus proposer de mauvaises nouvelles avec des solutions. Oui, alors les mauvaises nouvelles marchent mieux que les bonnes nouvelles. Par contre, les mauvaises nouvelles avec des solutions marchent mieux que les mauvaises nouvelles. Donc ça nous donne déjà un peu une piste. On a fait beaucoup d'expériences, notamment quand j'ai accompagné le quotidien régional Nice Matin pour développer tout un journalisme de solutions autour de l'offre abonnée. Et les résultats sont assez étonnants. C'est-à-dire que les lecteurs non seulement comprennent mieux l'information, quand on pose le problème avec une solution. Parce que ça fait réfléchir. Le cerveau assimile l'information différemment. Il a envie d'en savoir plus et il a envie de lire plus d'informations du média et il a envie d'agir. Donc on voit bien tous les signaux sont en vert quand on fait ça. Donc c'est vrai qu'on a une responsabilité, même si c'est vrai que le journalisme il est là pour dire ce qui ne va pas. Mais quand c'est en continu, et surtout quand on est obligé de remplir aussi, de faire du remplissage, notamment sur les chaînes d'infos, parfois sur Internet, pour arriver à être bien référencé, il faut qu'on augmente la production d'informations et qu'on n'ait que sur des nouvelles négatives, qui sont des nouvelles aussi. Et moi, j'ai passé quelques jours, quand j'étais journaliste en presse régionale avec les policiers, dans un quartier difficile. Et à la fin de la journée, je dis là, mais comment vous faites ? Il me dit, on est complètement déprimé tous les jours parce que nous on voit que le côté noir de la vie et donc ça nous donne une image du monde qui reste déformée en fait. C'est un petit zoom sur le monde qui est très négatif, ça joue sur le moral, ça désespère, on a l'impression que tout va mal. On sait qu'en France on aime bien râler de toute façon, donc on s'en complaît, mais ça rend pas plus intelligent en fait de râler tout le temps. Oui, c'est ce que vous dites, en France on commence une conversation par une plainte. Oui, alors ça fait partie du charme français, mais on est très mélancolique aussi, on aime bien... Parce que pour nous, le fait de râler, de ne pas être d'accord, de se méfier, c'est un signe d'intelligence. Mais dans d'autres cultures, ce n'est pas exactement le même rapport. Je ne critique pas spécialement la France, mais je pense que c'est bien qu'on ait du recul, en tout cas par rapport à notre propre façon d'assimiler l'information. Et pour revenir aux bonnes pratiques des médias, je trouvais ça intéressant quand vous dites que, par exemple, quand on met trop de liens hypertextes dans un article, ça perd le lecteur finalement au lieu de l'enrichir. Oui, ils ont fait des expériences en mettant un texte, en faisant lire un texte à des gens sans lien et un texte avec des liens.
Alors c'est vrai qu'a priori, intuitivement, on pourrait se dire s'il y a des liens, c'est mieux parce que c'est plus sourcé, etc. Mais en fait, ça perturbe la lecture. Pourquoi ? Parce que le cerveau, encore une fois, ne sait faire qu'un seul truc à la fois. C'est une machine qui a un seul faisceau, donc on peut lui faire rentrer qu'un truc à la fois. Et si on a l'impression de faire plusieurs trucs en même temps, c'est parce qu'il triche. Il passe de l'un à l'autre. Sauf que de passer de l'un à l'autre, ça vous prend de l'énergie. En gros, ça vous prend 20% de votre énergie pour vous reconcentrer sur le nouveau sujet. Et donc, quand vous êtes sur des liens, déjà, ça vous perturbe. Vous dites, tiens, il y a un lien derrière. Si vous cliquez, du coup, vous partez ailleurs et ensuite, le temps de revenir. Et tout ça, en fait, comme vous ne voulez pas perdre de temps, votre cerveau, pour ne pas perdre d'énergie, il survole l'information au lieu d'aller en profondeur. Et la question de la réflexion en profondeur, du travail en profondeur, à mon avis, elle est essentielle dans le monde dans lequel on est, parce que les seules personnes qui seront remplacées par l'intelligence artificielle sont ceux qui sauront réfléchir et travailler en profondeur, c'est-à-dire être capable de s'isoler, de créer un peu un océan autour de l'île de leur cerveau pour que ce cerveau puisse fonctionner correctement. Donc voilà, les liens, c'est ça. Quand on passe aussi d'un écran à un autre sur l'ordinateur ou le téléphone ou d'une application à une autre, c'est la même chose. Et tout ça nous fait perdre de l'attention, nous fatigue beaucoup et nous donne l'impression de faire un travail beaucoup plus superficiel. Donc une pratique à éradiquer. Pas éradiquer, je pense que moi je crois pas à l'autodiscipline, je crois que notre cerveau est une machine qui est très bien faite, contrairement à ce qu'on dit elle marche qu'à la dopamine, qu'au plaisir, qu'elle est complètement archaïque et que finalement on est tous des cons. Et en fait j'y crois pas du tout. Le cerveau a évolué lentement effectivement, mais il est quand même extrêmement plastique. C'est une très très belle machine à faire des erreurs, donc il a besoin de tester, il a besoin de papillonner de toute façon, ça fait partie du cerveau, mais il faut savoir le protéger et qu'il soit en bonne santé. Vous pouvez travailler beaucoup, mais si vous dormez pas, par exemple, vous serez fatigué, vous travaillerez moins bien. Si vous faites du sport, vous devez entraîner votre corps, bien le nourrir, sinon en fait vous allez péter un câble. Donc c'est la même chose avec le cerveau. C'est pas grave de lui laisser faire des tas de choses, mais il faut lui laisser du temps pour se reposer. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'arriver à se déconnecter déjà. C'est la première chose. Mais pour se déconnecter, il faut aussi en avoir les moyens. Par exemple, vous dites qu'une des solutions, ce serait la déconnexion totale. Et donc, aller chercher aussi le silence, et notamment le silence par rapport au bruit urbain. Pas tout le temps, parce que sinon on ne fait plus rien, mais sinon on peut devenir moine aussi. Mais non, j'ai un peu comme certains font un jeûne de nourriture. Je ne suis pas sûr que le jeûne soit quelque chose de très bon pour la santé, j'en sais rien. C'est pas mon métier, mais de faire au moins un jeûne pendant un moment, de se déconnecter entièrement, ou alors de se réserver des moments de déconnexion dans la journée, ça peut être 1 heure par jour, simplement. Le matin, vous vous réveillez un peu plus tôt, et vous n'allumez pas votre téléphone, vous ne regardez pas Internet, et vous faites autre chose. Vous lisez un livre, etc. Donc l'important, c'est d'arriver à se mettre de temps en temps dans un environnement qui va vous permettre de faire de la réflexion, du travail profond. Ou alors de vous reposer tout simplement, enfin c'est les deux. Donc je crois beaucoup à l'environnement. Souvent quand on veut s'arrêter de fumer ou quand on veut arrêter une addiction par exemple, même si on ne peut pas vraiment parler d'addiction par rapport à Internet, on peut s'autodiscipliner ou alors on se met dans un environnement où on ne va pas être tenté. Moi je crois beaucoup plus à cette deuxième méthode. L'important c'est d'être dans des endroits qui nous font plaisir, de faire des choses qui nous plaisent, où on est à l'aise. Et on peut se déconnecter facilement comme ça, mais pas toute la journée. Il y a pas de... À la recherche des minutes suspendues dont parle Christian Bobin. Oui, aussi, je pense qu'il y a l'importance du silence. On en a déjà parlé, mais moi je pense à la philosophe Cynthia Fleury qui dit qu'elle part du manque du silence qui empêche de penser du silence comme facteur de bien-être. Et est-ce que finalement il faut renouer avec le silence pour se confronter à soi-même ? Oui, parce que c'est vrai que l'agitation, on est tous un peu comme des chatons qui courent après les papillons. Donc il faut le faire de temps en temps, il faut papillonner, mais parce que ça aussi, ça stimule la créativité. Encore une fois, le cerveau est un instrument très complexe, donc il n'y a pas une seule méthode, et je ne crois pas beaucoup aux méthodes radicales. Je pense qu'il faut être très indulgent avec nous-mêmes. Je crois que c'est la première chose. Et se donner des moments de silence, c'est une façon de se faire du bien. On fait des massages pour le corps, il faut faire des massages pour le cerveau. Le massage pour le cerveau, ça peut être écouter de la musique, ça peut être prendre le temps de s'entendre respirer, boire un verre avec des amis aussi, ou boire un verre tout seul, se faire un bon repas, aussi oser avoir des moments où on est tout seul et on n'a pas besoin d'avoir les autres, parce qu'il y a un lien entre le besoin du regard des autres et notre rapport un peu psychotique quelque part, ou névrosé à l'information, puisqu'on a peur de rater quelque chose, on a besoin de voir ce que font les autres, parce qu'on a besoin du regard des autres, de leur façon de faire pour essayer de nous repérer. Sauf qu'à la fin, à force de tout faire par rapport aux autres, on en finit par plus trop savoir ce qui est bon pour nous en fait. Et donc on a besoin de revenir à chaque fois vers
qu'est-ce qui nous est vraiment utile, de quoi on a vraiment envie, quels sont nos rêves. C'est le premier moteur, à mon avis, qui nous permet d'avoir un rapport beaucoup plus sain à l'information dont on a vraiment besoin pour être heureux et pour être efficace dans la vie. Une des autres méthodes que vous privilégiez, c'est de développer un deuxième cerveau, donc, c'est-à-dire prendre des notes, par exemple, sur des sujets donnés pour ensuite rebondir. Oui, alors c'est pas moi qui ai inventé cette théorie du deuxième cerveau, elle existe depuis pas mal de temps, la prise de notes aussi, ça a plusieurs siècles, on avait différentes méthodes. Il y a le livre de Tiago Forte qui s'appelle aussi Comment se construire un deuxième cerveau, donc il parle de la prise de notes. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le plus important, le vrai problème qu'on a face à l'information, à l'infobésité, ou en tout cas à la surcharge informationnelle, c'est c'est notre rapport passif en fait à l'information, c'est-à-dire qu'on reçoit, et quand on reçoit, après on essaie de trier, on essaie de s'en protéger, mais le vrai changement de paradigme, c'est d'avoir un rapport actif à l'information. Actif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous limitez déjà votre consommation d'informations aux choses dont vous avez vraiment besoin, donc là, il faut savoir ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est quoi votre projet dans la vie ? Dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, vous voulez changer de métier, donc il faut apprendre ça. Vous voulez vous intéresser à un sujet, vous voulez vraiment le travailler en profondeur. Donc, du coup, vous allez faire ça. Pour ça, c'est bien de se dire, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais en faire un texte, je vais en faire un petit rapport, je vais prendre des décisions à la suite. Enfin, déjà, vous avez constitué ça. Puis ensuite, vous dites, tiens, je vais aller me former sur YouTube. Je vais au contraire, je vais aller acheter un bouquin, je vais lire ça. Je vais faire ma veille sur Internet uniquement sur ce sujet-là et je ne dépasse pas. Donc déjà, vous avez limité, en fait, le nombre d'informations que vous recevez. Donc, tout ce qui ne concerne pas ça, vous pouvez l'écarter. Déjà, vous n'y pensez plus. Déjà, ça vous repose. Et le fait de prendre des notes, c'est une façon de ne pas oublier, parce qu'en fait, on consomme beaucoup d'informations, mais essayez de voir ce que vous avez retenu de tout ce que vous avez lu sur Internet cette année. Bon. Qu'est-ce qui vous reste ? Il ne reste rien parce qu'on oublie. Et quand on oublie, si on n'oublie pas, on oublie faussement, c'est-à-dire qu'on a une vague idée, mais en fait, on ne sait pas trop exactement, et en fait, des fois, on a des fausses idées de ce qu'on a lu, on a mal interprété. Le fait de prendre des notes, ça permet, un petit peu comme on investit chaque mois 200 € pour à la fin devenir millionnaire, c'est pareil, vous investissez, donc ces notes-là, vous allez pouvoir les relire, les réutiliser, y avoir accès à n'importe quel moment quand vous vous posez une question. À chaque fois qu'on essaie d'écrire un article, un post sur un sujet, on dit, mais c'est quoi l'étude que j'avais vue à tel endroit ? Du coup, on va aller rechercher, le moteur de recherche, c'est l'enfer. Si vous avez tout à disposition, relativement bien structuré, ça vous permet d'y avoir accès rapidement, mais à la fin, vous gagnez, on parlait de gagner du temps dans la journée, mais on gagne un temps de cerveau incroyable, et plus vous accumulez ces notes, si elles sont bien structurées, plus vous gagnez du temps par la suite quand vous allez devoir réutiliser ces informations. Et si vous n'avez pas à les réutiliser, c'est pas la peine de les lire. Vous mentionnez un chercheur qui dit justement que l'intelligence, c'est pas une question de QI, c'est une question d'organisation. Oui, tout à fait. Et je pense que ça nous dit quelque chose d'ailleurs sur l'intelligence. Il y a beaucoup de théories autour du fait qu'on a un QI, que le QI ce serait génétique, et que donc on est avec un certain QI, que de toute façon quoi qu'on fasse, on ne peut pas l'améliorer. Le QI, quelque part, c'est un peu la puissance machine, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle d'intelligence artificielle, comme on sait on est limité en processeurs, les ingénieurs d'OpenAI ne pensent plus trop puissance de la machine, même si évidemment c'est présent. Ils pensent aussi la façon de structurer. Déjà, avec les outils qu'on a aujourd'hui d'IA générative, on est capable de faire énormément de choses et d'être extrêmement surpris. Donc, par rapport à quelqu'un qui est très intelligent en termes de QI, qui réfléchit très vite, mais qui ne s'organise pas, qui prend pas soin de son intelligence, et quelqu'un qui aurait soi-disant un QI moins important, mais qui est peut-être plus créatif, plus connecté à ses émotions, qui a plus de temps, qui dort mieux, qui mange mieux, et qui sait choisir ses infos, et surtout qui sait quoi en faire. Il a un but et un rêve dans la vie. Il y a la différence, elle est vite faite. C'est-à-dire que c'est le deuxième en fait qui va réussir, qui pour moi sera plus intelligent parce qu'il saura utiliser son cerveau. Oui, et il y a une des dernières échappatoires que vous citez, c'est un rapport à la tendresse envers soi-même qu'on doit aussi apprendre à développer. Oui, parce que rapport à la tendresse avec nous-mêmes, ça veut dire être extrêmement indulgent par rapport à nous. C'est vrai que, alors c'est vrai que vous dites que c'est pas un livre de développement personnel, ça l'est pas, ça l'est un peu. Je reprends les codes volontairement, mais je les détourne parce que je ne crois pas beaucoup au développement personnel, en tout cas tel qu'il est caricaturé, c'est-à-dire de l'autodiscipline, les routines qu'on s'impose, etc. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'être en paix avec soi-même, avec ses rêves, le fait de se dire quels étaient mes rêves d'enfant et qu'est-ce que j'en ai fait. Je pense que les enfants étaient des super-héros quand même, et donc ils étaient extrêmement heureux. Et quand on voit tout ce qui passe par la tête d'un enfant, on peut pas dire que c'était n'importe quoi, que l'âge adulte c'est mieux.
parce que sincèrement, une fois qu'on est devenu adulte, on se rend compte que c'est un gros canular qu'on s'est fait avoir. On nous a dit que tout allait être réglé, mais finalement, c'était pas mal quand on était gamin. Donc sans faire de syndrome de Peter Pan, je pense que c'est important de se reconnecter avec ce qui nous animait en fait avant, parce que c'est ce qui est profondément nous-mêmes et ce qui ne dépend pas du regard des autres. Et l'indulgence, elle doit aussi, la tendresse, elle doit aussi se faire par rapport aux autres. On est dans un monde, avant c'était très vertical et on débattait, on s'engueulait, etc. Maintenant c'est horizontal et on a des milliards d'individualités qui s'expriment, qui expriment leurs différences, donc différences de sexe, différences de sensibilité, différences culturelles, donc ça crée beaucoup de chaos, ça énerve beaucoup l'extrême droite, mais en même temps c'est une forme de maturité, mais ça crée un tel brouhaha en fait, que ça rajoute du bruit et on a du mal à discuter les uns les autres, on a besoin d'une nouvelle narration collective, et la narration collective, elle commence d'abord par une tendresse à l'autre. Donc c'est une écoute particulière, et il y a une prix Nobel de littérature qui le dit très bien dans son discours du Nobel, qui s'appelle Olga Tokarczuk, et le livre s'appelle Le tendre narrateur. Je vous invite à le lire, moi je l'ai trouvé extrêmement émouvant, et qui nous pose une nouvelle façon de vivre ensemble à l'heure d'Internet et de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Benoît Raphaël. Merci. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas mentionné qui vous semble primordial ? Oui, pour terminer, on parle beaucoup de la génération digitale, on dit digital native. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à la génération IA. Alors, ce n'est pas la génération ceux qui sont nés avec l'IA, c'est les gens qui ont vu naître l'IA générative, l'intelligence artificielle générative, qui est en train de bouleverser le monde. Et je crois que cette génération, elle a trois choses, et ça recoupe avec ce qu'on vient de dire, c'est que d'abord, elle subit la dictature des algorithmes, donc elle a besoin elle subit cette information qui est redondante, trop nombreuse en tout cas, trop abondante et redondante. On est dans un monde d'incertitude, on ne sait pas ce qui va devenir demain, et encore plus aujourd'hui, ça s'accélère. Et la troisième chose, c'est qu'elle a un besoin d'être autonome. Il y a une vraie recherche. On ne s'informe plus seulement pour s'informer, on s'informe pour se former aussi également. Donc je pense qu'il y a besoin de nouveaux médias pour cette génération-là, et je crois qu'on est rentré dans cette ère. On a à la fois besoin de réduire le bruit, de prendre soin de notre intelligence, qui sera notre principal super pouvoir, et de gagner en autonomie. Merci beaucoup Benoît Raphaël. Donc on peut retrouver votre livre aux éditions Erol. Merci. Merci.